Pendant très très longtemps, l'intelligence artificielle a buté sur un obstacle qui paraissait insurmontable, le langage humain. Une machine, ça comprend les zéros et les 1, mais ça ne comprend pas la poésie, l'ironie, le sous-entendu. Alors comment on fait pour traduire notre monde, un monde de mots, dans leur monde, un monde de chiffres? Eh bien la réponse, c'est une idée aussi simple dans son principe que puissante dans ses effets. Les embeddings. Aujourd'hui, on va voir comment cette technique a permis aux machines non pas de lire nos mots, mais de commencer à les comprendre. Que ce soit le clavier qui devine la fin de nos phrases ou un moteur de recherche qui saisit notre intention même quand on est hyper vague, cette petite magie du quotidien, elle a un nom. C'est précisément ça, les embeddings en action. Une méthode pour donner une véritable intuition du langage à la machine. Le vrai casse-tête, ça a toujours été ça. Les ordinateurs ne pensent qu'en chiffres, alors que nous, on pense en nuances, en concepts. Il fallait absolument un pont entre ces deux univers. Et ce pont, c'est les embeddings. Et on va voir que l'approche est assez géniale. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? L'idée fondamentale, c'est d'arrêter de traiter les mots comme de simples étiquettes isolées, mais de les organiser. D'une certaine manière, de créer une gigantesque carte de tout le langage humain. Bon, la définition technique, la voici. C'est une représentation numérique qu'on appelle un vecteur dans un espace à plusieurs dimensions. C'est précis, c'est mathématique, mais pour vraiment piger le truc, rien ne vaut une bonne analogie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Chaque mot, chaque concept se voit attribuer une position unique, une adresse, sur une immense carte virtuelle. Un mot n'est plus une suite de lettres, c'est un point précis dans un espace. Et là, le résultat est juste fascinant. Sur cette carte, les mots qui ont un sens proche vont se retrouver physiquement proches. Roi et reine sont des voisins, chien et chat aussi. Par contre, chien et voiture sont à des années-lumière l'un de l'autre. La proximité sur la carte représente la proximité de sens. Le sens devient une distance. C'est ça la révolution. Cette idée de carte sémantique nous paraît presque évidente aujourd'hui, mais attention, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est même une rupture totale avec les méthodes qu'on utilisait avant. Au tout début, dans les années 80, on était dans l'ère symbolique. En gros, on essayait d'apprendre la grammaire aux machines à la main, avec des règles fixes, comme un énorme dictionnaire. C'était incroyablement rigide. Après, on est passé aux statistiques. On s'est mis à compter les mots, à calculer des probabilités. Et puis, le vrai tournant, c'est arrivé autour de 2013 avec des modèles comme Word2Vec. L'idée clé, c'était de ne plus définir le sens d'un mot, mais de laisser la machine le déduire toute seule, juste en regardant les mots qui l'entourent le plus souvent. D'accord, mais comment cette carte est-elle construite? Concrètement, comment la machine fait-elle pour attribuer ces fameuses coordonnées à chaque mot? Cet espace vectoriel, c'est juste le nom un peu savant pour désigner notre carte. Ce n'est évidemment pas un lieu physique, c'est un espace purement mathématique où chaque mot possède sa propre adresse, ses coordonnées uniques. Une carte classique, ça a deux dimensions, la latitude et la longitude. C'est bien, mais pour décrire le langage, c'est beaucoup trop simple. Les embeddings, eux, peuvent avoir des centaines de dimensions. Il faut s'imaginer que chaque dimension, c'est comme un curseur qui mesure une facette du sens. Par exemple, une dimension pourrait mesurer le concept d'animalité. Chien aurait un score très élevé, voiture aurait 0. Une autre pourrait mesurer la royauté. Roi et reine auraient un gros score. C'est en combinant ces centaines de curseurs que l'IA arrive à capturer toute la richesse et les nuances d'un mot. Alors, comment la machine apprend-elle à dessiner cette carte? C'est comme un jeu de devinettes, mais à une échelle cosmique. On lui donne une phrase, on choisit un mot cible, disons mange, et on lui demande de prédire les mots qui apparaissent souvent à côté. Au début, évidemment, il se trompe complètement. À chaque erreur, on ajuste un tout petit peu les coordonnées des mots pour les rapprocher. Et on répète cette opération des milliards de fois. À la fin, par pure déduction, les mots qui partagent les mêmes voisins, les mêmes contextes, finissent par avoir des coordonnées très très proches. Une fois que la carte est créée, on peut faire des maths avec le sens. On peut littéralement mesurer la distance entre deux concepts. Plus les mots sont proches sur la carte, plus leur signification est similaire. C'est vraiment le cœur du système. Cette mesure mathématique a un nom, la similarité cosinus. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que le sens est devenu une distance, une valeur qu'on peut calculer. Toute cette théorie est fascinante, bien sûr. Mais où est-ce qu'on la retrouve dans notre quotidien? Eh bien, la réponse, c'est absolument partout. Regardons les applications concrètes, mais aussi, et c'est important, les limites de cette technologie. Quand on tape « meilleur film avec voyage dans le temps et humour » sur Google, il ne cherche pas bêtement ces mots-clés. Il comprend le concept derrière la requête grâce aux embeddings et va nous proposer « Retour vers le futur ».
C'est pareil pour les systèmes de recommandation. Si on aime une chanson, Spotify peut nous en proposer une autre qui partage les mêmes coordonnées musicales, la même vibe, même si les artistes n'ont rien à voir. Cette citation résume parfaitement l'élégance de l'idée. On prend un objet incroyablement complexe et nuancé, un mot, une image, une idée, et on le traduit en quelque chose de simple et d'universel pour une machine, une liste de chiffres, des coordonnées. C'est le fameux pont entre nos deux mondes. Mais attention, cette carte n'est pas parfaite, loin de là. Comme elle est dessinée à partir de ce que nous, humains, avons écrit, elle hérite de nos propres défauts. C'est le gros problème des biais culturels. Si nos textes associent certains métiers à un genre, l'IA va l'apprendre et le reproduire. Elle a aussi du mal avec les mots qui ont plusieurs sens. Est-ce que banque a les coordonnées de l'institution financière ou du bord de la rivière? Et enfin, il y a le coût. Construire ces cartes demande une puissance de calcul et une énergie absolument colossale. Et c'est là qu'on arrive à la question vraiment vertigineuse que pose cette technologie. En analysant les relations entre tous nos concepts à une échelle inhumaine, l'IA ne fait pas que nous imiter. Elle révèle la structure cachée de notre propre pensée collective, les liens invisibles entre nos idées. C'est une sorte de miroir de notre inconscient linguistique. Et ça, c'est une perspective à la fois exaltante et profondément troublante.